Alors tout de suite une prochaine conférence proposée par Hewlett Packard Enterprise, où nous allons nous projeter dans le futur et nous demander à quoi va ressembler le data center du futur. Tout de suite, une petite vidéo de présentation. What if IT could break free from ordinary and accelerate extraordinary, giving life to every great business idea? What if infrastructure could move at the speed of thought, composing technology to the needs of the business? What if infrastructure was designed with software-defined intelligence, so projects that once took weeks now take seconds? What if instead of your hardware controlling what you could do, you controlled infrastructure as code, powering the development of more applications faster? What if your infrastructure could run all applications and optimize all service levels, making traditional IT environments more efficient and accelerating the path for the new breed of applications in the idea economy? What if infrastructure was no longer the bottleneck to success, but the engine of value creation? What if you could accelerate IT, enabling operations to automate, developers to innovate, and the business to deliver new experiences to new audiences? Could IT deliver a better future for the business now? It's time to stop wondering and start making every great idea a market-leading reality, faster. Alors nous avons beaucoup parlé des évolutions du data center, nous avons beaucoup parlé des évolutions de l'entreprise. Nous allons maintenant faire un petit peu de prospective et se demander à quoi va ressembler le data center du futur. C'est la thématique de cette table ronde avec Mathieu de Fresnel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes VP Data Center et Hybrid Cloud Division chez HPE France, donc Hewlett Packard Enterprise. À vos côtés, Régis Daven. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes directeur hybride solutions au sein de SCC, Karim Baloul qui nous vient de IDC. On va voyager tous les trois peut-être en 2020, peut-être même en 2030, j'en sais rien, peut-être même en 2050, on verra. Mais comme à notre habitude, nous allons commencer tout de suite avec Karim donc de IDC qui va nous donner quelques éléments de marché sur cette thématique, le data center du futur. Karim, quelles sont les grandes tendances qui impactent aujourd'hui le data center face aux évolutions des besoins numériques? Alors on va voyager en 2025 pour l'instant, on ira peut-être plus loin tout à l'heure, mais je l'ai dit un peu tout à l'heure, je l'ai évoqué. Une des problématiques majeures qui touche le data center, c'est la volumétrie de données. On l'a dit, on estime que d'ici 2025, c'est pas très parlant lorsqu'on parle de zettabytes, 165 zettabytes. C'est surtout 10 fois plus de données créées en 2025 qu'on en crée aujourd'hui sur une année. Donc ça, c'est une problématique majeure pour les entreprises, c'est une problématique majeure pour l'ensemble des entreprises qui hébergent des données. Ce qui a changé sur cette période de temps, ce qui va changer, ce qui a déjà changé par rapport à il y a quelques années, c'est la volumétrie de données hébergée par l'entreprise. On a là aussi des éléments qui sont assez fondamentaux. On avait 25% des données en 2010 qui étaient hébergées par l'entreprise. On estime qu'aujourd'hui, on est à peu près à 40% de l'ensemble des volumétries de données hébergées par l'entreprise. Demain, on sera à 55-60% des volumétries de données hébergées par l'entreprise. Donc il y a une vraie tendance de garder ces données effectivement et de les stocker dans l'entreprise, ou de les stocker par l'entreprise en tout cas. L'évolution des débits, le développement des débits fait qu'aujourd'hui, aller consulter des données qui sont hébergées dans des data centers, c'est effectivement complètement compatible avec l'usage qu'on en fait. À l'époque, il fallait que la donnée soit sur l'environnement de travail pour qu'elle soit exploitable. Donc ça fait qu'effectivement, les données sont de plus en plus centralisées dans des infrastructures de type data center. Ça met une pression d'autant plus importante sur ces data centers-là, d'autant plus que lorsqu'on essaye d'évaluer la criticité des données, on voit bien que celle-ci, elle évolue de manière beaucoup plus importante que la volumétrie de données classique. Donc on a une croissance à peu près de 30% par an des volumétries de données. Les données considérées comme critiques, celles qui impactent véritablement l'utilisateur, la vie de l'utilisateur, voire même très très critiques, eh bien ces données-là, elles progressent de 55 à 60% par an. Donc on voit ce phénomène de plus de données dans le data center et puis plus de criticité dans le data center parce que ces données qu'on héberge dans l'entreprise, dans le data center, sont effectivement critiques pour elles. Et alors, quelle réaction des entreprises, du coup? Comment est-ce qu'elles réagissent, ces entreprises?
Les entreprises, elles investissent, bien entendu. On a donné quelques métriques tout à l'heure sur le volume d'investissement et la croissance de l'investissement informatique en France. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que ces entreprises, aujourd'hui, mettent une priorité extrêmement forte sur la modernisation de leurs infrastructures. Sous-jacent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décalage qui s'est créé entre les infrastructures de l'entreprise et puis les besoins véritablement, les usages et les besoins qui, eux, évoluent extrêmement vite. On a parlé d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc. Donc on voit qu'on a d'IoT. Donc on voit qu'on a des usages qui évoluent de manière très importante et se crée un décalage. Donc la modernisation des infrastructures devient un axe clé de développement. Lorsqu'on interroge les entreprises, on a les DSI, on a 50% des DSI qui nous disent avoir rencontré des problématiques d'indisponibilité dans les 3-4 derniers mois liés à des problèmes système. Un tiers qui nous disent avoir des problèmes d'indisponibilité liés à des problèmes humains. Donc il y a un vrai sujet ici autour de la modernisation des infrastructures. Il y a un autre sujet aussi autour de l'automatisation, on va dire. Moderniser, c'est aussi passer par de l'automatisation. Lorsqu'on regarde l'équation économique d'un data center, des infrastructures de l'entreprise, on voit qu'une bonne part du coût de la charge est liée à de l'OPEX, est liée en définitive à des coûts d'exploitation de cet environnement-là. Quand je dis une bonne part, c'est les 3/4 quasiment. Donc on voit bien qu'il y a un vrai besoin ici d'optimiser les CAPEX, les investissements, les infrastructures, mais aussi les coûts sur le long terme, les coûts d'utilisation. De savoir gérer l'ensemble des coûts qui sont liés à la maintenance de ces environnements, à la mise à disposition de ces environnements, à la sécurisation de ces environnements. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet sur l'optimisation de ces OPEX. Et ça fait partie du coup des grandes actions que les entreprises vont avoir à mener d'ici 2020, 2025, 2030. Après, on verra effectivement jusqu'où on va. Tout à fait. Qu'elles mènent aujourd'hui, qu'elles ont commencé à mener, à moderniser bien entendu leurs infrastructures, à intégrer, on va certainement parler, le cloud comme un levier supplémentaire. Le cloud, aujourd'hui, c'est à peu près 3 milliards d'euros d'investissement par an dans les entreprises, dans des sujets qui sont liés au cloud, quel que soit le cloud. Donc il y a un vrai sujet. On parlait du GDPR. Le GDPR, on estime que le règlement sur la protection des données est un levier de développement du cloud public, parce que c'est un levier qui va assainir, entre guillemets, le recours au cloud public en s'assurant que les données sont effectivement protégées. Donc le cloud devient un vecteur de développement. Et il y a une espèce de paradoxe associé au cloud, c'est que le cloud a été vendu, entre guillemets, positionné il y a quelques années comme un élément de simplification à outrance, puisque les services sont disponibles dans le cloud, à l'usage, on paye au mois et on dispose des services. En définitive, lorsqu'on parle d'infrastructure, le cloud est aussi un vecteur de complexité, parce qu'on ne va pas basculer l'ensemble de son infrastructure on-premise dans le cloud du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'on va faire vivre des infrastructures qui sont hétérogènes, on va les faire vivre ensemble. Donc on va avoir des approches multi-cloud, cloud hybride, et ça génère une certaine complexité. On a un vrai besoin ici aussi de mettre en place les bons outils pour automatiser les flux, pour sécuriser cet ensemble-là. Alors on va en parler justement donc avec Mathieu de Freysenel et Régis Daven. Merci beaucoup Karim Baloul. Nous allons donc maintenant parler du data center du futur. Deux petites choses en introduction. D'abord, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur www.sli.do avec le hashtag KOSCC18. Et je ne saurais que trop vous inviter, sans vous dire pourquoi, à être très attentif à ce qui va se dire lors de cette conférence. Je me retourne vers vous maintenant, messieurs. On va se demander à quoi va ressembler le data center du futur. Mais juste avant, je propose, avant de passer en 2025 ou en 2030, de rester en 2018, de se demander quelles ont été les différentes mutations qui ont déjà eu lieu sur ce data center. Et je commence par les nouvelles typologies de stockage, par exemple, messieurs. Régis, peut-être pour commencer. Effectivement, on va commencer déjà par 2018 avant de se projeter. On voit depuis 2-3 ans, avec l'arrivée des nouveaux usages, des nouvelles applications, des croissances de données à plusieurs vitesses. 30% de données sur les données transactionnelles et 70% des données dites non structurées, qui arrivent des objets connectés, des photos, des réseaux sociaux, etc., qui sont, eux, en pleine croissance. Donc nos clients étaient sur des architectures plutôt monolithiques avec des baies de stockage, plutôt ce qu'on appelle en scale-in, et on rajoutait des tiroirs, on taillait notre baie à 3-4 ans suivant la volumétrie qu'on voulait avoir. Et puis des fois on s'apercevait qu'au bout d'un an on avait dépassé la volumétrie puisqu'il y avait eu un succès sur l'application, ou qu'au bout de 4 ans on n'était qu'à 30%.
Donc pour faire une analogie, on agrandissait l'armoire jusqu'au moment où il y avait voilà, plus de place et dans on la crée pièce, des silos par applicatif. Donc on a vu là depuis 2 ans se dégager, on va dire, avec quatre grandes orientations. La première qui est je reste sur mon transactionnel, j'ai besoin de plus de performance, j'ai besoin de parler de temps réel juste avant, de nouveaux utilisateurs qui peuvent plus attendre, et on a besoin de monitorer l'entreprise le plus vite possible. Donc là, les technologies flash, les technologies NVMe là, qui commencent à arriver sur le marché, qui vont permettre d'avoir pour ces applications dites legacy de la performance, des latences faibles pour pouvoir répondre aux catégories d'applications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on stocke des choses plus petites, on a réussi à les les rendre miniatures, ou on stocke mieux tout simplement? On stocke mieux parce que avec les technologies flash, on a pu mettre en place des mécanismes de déduplication, de compression, donc on a moins de surface brute, mais on a plus d'utiles, on va moins consommer, on va réduire les espaces au sol dans les data centers, donc ça a des impacts plus importants, mais surtout c'est qu'on amène de la performance pour aller plus vite, puisqu'on va demander du SAP 300 millions de lignes de code, on va triturer plus la donnée, donc on a besoin de l'analyser plus rapidement. À côté de ça, il y a tous les environnements de type DevOps, les environnements virtualisés sur les applications très spécifiques, le VDI, etc. Et là, c'est toujours compliqué de dimensionner les environnements. Donc est arrivé l'hyperconvergence. Donc technologie, pour rappel, en 2-3 mots, on va regrouper le compute, les serveurs, le réseau SAN, le stockage dans un serveur banalisé, consommable, x86, et on va mettre un global file system, une couche logicielle qui va agglomérer l'ensemble des serveurs, et on va faire un peu de la consommation à l'usage, qui était un peu le Graal il y a quelques années, de payer à l'usage. Et là, je vais rajouter, je rajoute 100 utilisateurs, je rajoute un nœud, je développe un nouveau service qui va me consommer tant de VM, hop, je rajoute 2 nœuds et je vais avoir une scalabilité dans mon infrastructure. Donc si je le dis avec mes mots à moi, on centralise tous les outils IT de l'entreprise, et ensuite on va rajouter différentes briques de services qui vont pouvoir avoir un impact directement sur les enjeux métiers ou sur les enjeux de la DSI. Voilà, exactement. Surtout, c'est qu'on va amener de la réactivité. On a parlé des métiers. Les métiers développent des services. Les services, c'est pour les clients, et on ne peut pas se faire doubler par une autre entreprise parce qu'on a mis 4 mois, 5 mois à mettre à disposition un environnement. Là, je vais commander un serveur, puisqu'on parle d'un serveur, je l'insère dans mon cluster, et j'ai tout de suite mon service disponible. Donc on va passer de quelques mois à quelques minutes, voire demi-journée d'installation. Donc ça, c'est la grosse tendance, l'hyperconvergence. C'est une Mathieu, tendance on va en parler. Actuelle, ou ça commence aujourd'hui Alors ça a été lancé il y a 3-4 ans, ça vient des hyperscalers du cloud, c'était l'architecture de ces grands groupes cloud, pour pas citer Google, et qui ont sorti, les gens sont partis, ont créé des entreprises pour créer ce marché-là avec une croissance à 2-3 chiffres, ce qui est assez impressionnant sur notre marché aujourd'hui, qui est un petit peu flat ou légère décroissance suivant les environnements. Donc ça, c'est la tendance. Et après, on a parlé de données non structurées avec une croissance là énorme, et on voit l'émergence du software defined storage, ou du stockage en mode scale-out, où là, pareil, on a banalisé le hardware du stockage, et sur des serveurs x86, pareil, une couche logicielle, on a sorti l'intelligence, on a redéveloppé de l'intelligence dans les logiciels pour pouvoir prendre tout ce stockage et croître au fur et à mesure. Donc on adapte en fait la capacité de stockage aux données, au nombre de données qu'on doit stocker. On va être sur des nouveaux formats, des stockages mode objet, pour pouvoir aller vers ces volumétries où là on va parler de péta, on va parler pas encore de zettabyte, mais on va parler d'énormes volumétries. Évidemment, il y a toute la partie data protection, le backup, on dit que depuis ce matin que la donnée est au cœur de l'entreprise, donc on ne peut pas se permettre de la perdre, c'est dommage. C'est mieux. Donc même si des fois on s'aperçoit que le client a copié 20 fois sa donnée un peu partout avec les snapshots, etc. Donc là, on va le backuper. Alors soit dans le cloud, on va y venir un petit peu après, soit dans le cloud ou en interne. C'est aussi, on a parlé de sécurité contre le ransomware. Les sociétés qui se sont fait crypter leurs données, on remonte les sauvegardes et on peut avancer. Tout ça doit être piloté au travers d'API par un logiciel d'automatisation, un Cloud Management Platform, qui va nous permettre de provisionner rapidement. On parlait de coûts de maintenance, d'upgrade des serveurs, etc. Juste avant, là on va réduire ce temps-là, même voire automatiser, et que l'infrastructure s'autogère pour se mettre à jour. Et alors évidemment, ça c'est les environnements. Je vous propose de passer sur. Alors j'avais juste, excuse-moi,
Et on a parlé du cloud, et là, on a besoin de déborder. Aujourd'hui, la question chez nos clients, elle est plus de se poser la question de est-ce que je vais aborder le cloud, c'est dans quel cloud. Donc cette couche de CMP doit pouvoir aider à amener aussi cette flexibilité pour pouvoir déborder et faire de l'hybridation des clouds pour pouvoir aller chercher le bon environnement. Alors c'était justement ma question, c'est le cloud, comment on... Peut-être juste avant, si je peux préciser, toutes ces tendances, nous on les voit dans nos chiffres. C'était quelques informations que je voulais partager. Avant qu'on parte sur la partie débordement, les techno-flash, par exemple, dans les ventes d'HPE, quand je regarde, 85% des disques qu'on vend dans les baies, c'est des baies flash, sont des baies flash. Donc on voit que le marché il a basculé très fortement. Et ça c'est quelque chose de récent? Non, c'est en ce moment, oui. C'est en ce moment, depuis 2-3 trimestres. Et on voit effectivement que c'est dans le domaine du stockage qu'il y a la plus grosse pression du marché et qu'il y a le plus d'innovation. Donc les baies flash, les systèmes hyper convergés dont a parlé Régis, ça, la vitesse de croissance de business, c'est quasiment x4. C'est-à-dire en un trimestre, là, le dernier trimestre, on a fait autant que toute l'année dernière. Donc on voit une adhésion massive du marché. La nouvelle étape des systèmes hyper convergés que nous on appelle systèmes composables, c'est-à-dire que ce n'est pas que des systèmes virtualisés, mais vous pouvez utiliser les différents workloads que vous avez à gérer, des environnements physiques comme SAP qui était juste avant, des environnements sous forme de containers, voilà. Tout ça piloté par des API. Donc chez nous c'est la gamme Synergie, a déjà dépassé en volume de business sur le dernier trimestre ce qu'on vendait avant en Blade par exemple. Donc on voit une adhésion quand même très rapide, alors que c'est un produit qui a été lancé il y a moins d'un an. Donc on voit une adhésion très rapide du marché sur ces nouvelles technologies qui traduisent bien la tendance qu'on vient de voir. Et le stockage objet, pour finir, c'est quasiment aujourd'hui 20 à 25% de nos ventes dans le stockage. C'était 0 il y a 3 ans. Voilà. Donc une montée en charge super rapide de ces nouvelles technologies et une appréciation du marché que ça rend vraiment service. Et avec du coup des vraies attentes effectivement côté marché qui montrent qu'on a besoin aujourd'hui de ces nouvelles technologies pour gérer toutes les problématiques de stockage. Il y a la question donc du débordement, de l'intégration du cloud. C'est vrai que bon, le cloud ça peut se penser de deux manières. Ça peut se penser comme un cloud plus privé, ça peut se penser comme un cloud public. Comment est-ce qu'on va réintégrer justement cette partie publique qui est arrivée avec des services peut-être un petit peu en avance à un certain moment, ou en tout cas avec plus de flexibilité, en tout cas d'un point de vue utilisateur final. Comment est-ce qu'on les réintègre du coup dans ces environnements dont vous nous avez parlé? Déjà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les directions ont imposé d'avoir un schéma directeur incluant le cloud. Donc les clients ont commencé à aller à droite, à gauche, regarder. Alors, certains ont complètement migré, ils ont fait un replatforming complet, ils ont migré complètement dans le cloud, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les clients du cloud, c'est la flexibilité. Je ne veux pas IDC, mais 66% des clients qui vont dans le cloud ont rencontré un problème de flexibilité. C'est ça, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit rapide. On veut que ce soit simple. On parlait de Millennium, alors c'était un petit peu avant les Millennium, mais on avait besoin de sortir un nouveau service. On se retourne vers l'IT, on dit voilà, j'ai 20 développeurs qui arrivent la semaine prochaine, il me faut un environnement, il me faut ça. Ah ben non, j'ai pas les serveurs, j'ai pas le stockage. Donc ça a développé le Shadow IT. Ils sont allés voir à l'extérieur, travailler sur des environnements chez Amazon, GCP, etc. Et puis après, on soit industrialiser le service en interne, soit continuer ou tuer le service. Donc le cloud est quand même un vecteur d'innovation parce qu'il permet de développer rapidement des idées et voir si ça fonctionne. Je retourne vers la DSI et j'industrialise. Donc là, aujourd'hui, le débat, il est j'amène de la flexibilité. Donc je vais essayer d'amener toutes les fonctionnalités du cloud dans l'intérieur du data center. Mathieu parlait de Synergie, qui est une architecture composable, mais au-dessus, on va pouvoir mettre un environnement applicatif qui va pouvoir automatiser, orchestrer ces infrastructures pour justement pouvoir fournir au travers d'un portail de services, c'est-à-dire j'ai besoin d'un environnement, hop, il est là. Il faut qu'il soit au bon coup, mais l'idée, c'est d'amener bien les mêmes fonctionnalités. Et après, il y a des usages qui n'ont pas d'intérêt dans l'entreprise, ou du mode SaaS qui vont être complètement pareil d'Office 365 ou de CRM de type Salesforce, etc., qu'on va aller chercher directement à l'extérieur, mais on va avoir besoin de les piloter. Si on revient sur la couche d'infrastructure, là, la question de demain, c'est de dire, je vais avoir des environnements, un jour chez AWS, parce que tel service va être intéressant, je vais aller sur Azure, je vais aller sur GCP, et l'idée, ça va être de comment je maîtrise ces environnements. Il y a autant de cloud public entre guillemets que d'offres qui sont basées là-dessus. Je pense à Salesforce, je pense à Google Drive. Vous venez parler de Azure, effectivement. Comment est-ce qu'on les réintègre toutes ensuite dans un environnement? Aujourd'hui, tous les applicatifs qui sont développés sur le marché sont développés dans un environnement cloudifiable ou directement dans le cloud. Même des fois, ne sont pas disponibles en premise. Donc ça, c'est le choix applicatif de l'entreprise. On va aller chercher là. Après, on va transférer les données. On va quand même les backuper parce que c'est pas parce qu'elles sont dans le cloud qu'il faut
penser qu'elles sont éternelles. On a des petits soucis avec des mises à jour Spectre et Meldum dans des grands hyperscalers. Donc il faut continuer à les sauvegarder. Après, c'est vraiment comment je vais gérer, comment je vais m'assurer. On a eu des retours de clients qui avaient prévu un budget X et qui se sont retrouvés au bout de 3 mois d'avoir consommé le budget de l'année x7 parce que on n'avait pas désalloué des VM. C'est hyper facile, on parlait d'agilité, il faut la maîtriser, l'agilité. Donc d'aller à droite, à gauche, je vais me créer un super environnement parce que quand je vois pas l'impact financier, je vais prendre plus large. Donc d'ailleurs, on va nous sortir une offre au courant de l'été à la rentrée, un Universal Cloud Gateway qui va permettre d'avoir un portail pour maîtriser les différentes consommations des utilisateurs, de bloquer des comptes au-delà d'un niveau de consommation. Donc, oui, allez-y, je vous en prie. Non, je disais donc le cloud, c'est une composante de l'infrastructure. D'ailleurs, toutes les applications ont des connecteurs de type S3 pour aller sur Amazon, pour pouvoir faire du debug en disant j'ai mes données, j'ai une règle, au bout de 6 mois ou d'un an, je les utilise plus beaucoup, je vais les mettre dans le cloud. Par contre, il faut que je puisse aller les récupérer quand j'en ai besoin. Mathieu, c'est ce que vous constatez également dans vos échanges avec les clients de Hewlett-Packard Enterprise, effectivement, ce besoin d'aller réintégrer des offres de cloud public dans ces environnements? Absolument. Nos clients cherchent de la souplesse et finalement, ils doivent gérer 3 environnements. 3 data centers, les clouds publics, qui est un environnement en tant que tel, mais on parle de plusieurs types de clouds publics, les grands groupes américains, des acteurs locaux dont vous faites partie, qui proposent des offres de proximité, les environnements de cloud privé, avec l'ambition, en tous les cas pour HPE, de rendre le cloud privé aussi performant et aussi souple que le cloud public, auquel cas les clients peuvent choisir l'un ou l'autre en fonction de critères qui leur est propre et pas de critères technologiques, on va dire. Et puis au milieu, le mot data center là est peut-être un peu exagéré, mais des infrastructures proches des capteurs qui vont récupérer toutes les données qu'il va falloir gérer. Et dans ce domaine, juste pour l'anecdote, on commence à voir arriver des solutions assez amusantes. Donc c'est très large le spectre d'infrastructures dont vous avez besoin. Dans une conférence précédente, on parlait de voitures connectées, donc effectivement là c'est des systèmes embarqués. Mais la même chose pour les avions, ce n'est pas vraiment des systèmes embarqués, mais c'est plutôt quand l'avion atterrit sur ces plateformes de maintenance, là une récupération des informations dont on est plus sur un mode data center. Et puis dans les usines ou même sur des champs d'opération à l'extérieur, c'est carrément des petits data centers. Et pour illustrer le genre de technologie qu'on voit émerger, pour ceux qui ont eu la chance d'être à Vivatech la semaine dernière, il y avait sur le stand HPE une armoire étanche avec de l'huile dans lequel un serveur était plongé. Il tournait parfaitement. Vous aviez juste besoin d'une prise électrique et puis d'une fibre pour communiquer. Et ça vous permettait d'évacuer tous les problèmes de refroidissement, puisque l'huile permet justement d'avoir une température stable et de refroidir et de garder les serveurs refroidis. Ça vous permettait éventuellement réutiliser même la chaleur pour chauffer votre appartement si vous aviez envie ou votre société. Et puis le troisième avantage, c'est que vous n'avez même plus besoin d'infrastructures, on va dire de type génie civil, solide pour héberger votre data center. Vous posez ça sur un champ, même sans toit, l'huile c'est plus dense que l'eau, donc quand l'eau tombe, ça n'a aucun impact. Et finalement, vous pouvez créer des environnements informatiques, des petits data centers, super simplement, avec des coûts d'entrée très faibles. Voilà. Donc, il faut effectivement gérer, au final, ces 3 types d'infrastructures, rendre ça simple, et le data center du futur, ça va être la capacité à gérer ces environnements de manière cohérente et simultanée. Alors justement, je vous propose maintenant, je vais vous suivre dans le futur tout simplement. Et à quoi est-ce qu'il va ressembler ce data center du futur? On a parlé de 3 types d'infrastructures. Il y a également l'idée de gérer plusieurs clouds, un environnement multi-cloud. Ça, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui, mais qui sera indispensable demain. Voilà. Donc le data center du futur, pour nous, il a 3 caractéristiques. Il doit être multi-cloud. On l'a vu avec ce qui a été expliqué justement pour garder cette souplesse. Il doit être autonome. Et il doit être composable. Alors multi-cloud, effectivement, c'est à travers une approche avec un logiciel qui va permettre finalement de piloter tous ces environnements, de pouvoir basculer le cas échéant des workloads d'un environnement à un autre, de pouvoir offrir aux sociétés un contrôle de ce qui se passe avec une vision des coûts, de pouvoir gérer la facturation, et puis de permettre aussi aux utilisateurs finaux, en particulier les environnements de DevOps, de pouvoir provisionner leur infrastructure où ça les arrange le plus simplement possible.
Voilà. Et HP va donc lancer un produit dans ce domaine à la fin de l'année qui s'appelle OneSphere, qui va permettre ce pilotage en s'appuyant sur les cloud management de plateforme. Et finalement, le choix ensuite des clients va être de quel est le meilleur cloud à quel moment pour mes besoins et pas quelles contraintes j'ai d'agilité financière, de facturation. Donc c'est pas le tout d'être multi-cloud en fait, c'est qu'à un moment c'est juste intégrer tous les différents clouds dont je vais avoir à disposition pour pouvoir utiliser celui dont j'ai besoin au moment auquel j'en ai besoin. On est vraiment dans l'usage plus que dans la capacité en fait, d'interface entre les différents clouds. Exactement. Et on imagine même que demain, il puisse y avoir des promotions sur le cloud où l'AVM est à 1 € et que vous, clients, vous passiez de l'une à l'autre comme si vous étiez sur Amazon. Je ne pense pas qu'on y soit vraiment tout de suite. Non, mais là, on est dans le futur. J'ai même un peu de mal, mais c'est quand même un peu l'idée. Voilà. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que ces infrastructures soient autonomes. On l'a vu, on va finalement multiplier le nombre de data centers. Alors, il y en a des data centers classiques qui vont être de plus en plus gros, soit chez nos clients, soit c'est des hébergeurs. Mais en même temps, on va se multiplier les data centers décentralisés près des capteurs. Et donc, pour gérer toute cette complexité, il faut qu'ils soient autonomes. Il ne faut pas seulement qu'ils soient automatisés, il faut qu'ils soient autonomes. Ils se gèrent tout seuls. Il faut qu'ils se gèrent tout seuls. Humainement, ça va être compliqué de le faire. Et là, on commence à avoir arrivé des technologies qui permettent ça, basées sur l'intelligence artificielle. Donc, chez HPE, ça se traduit par un produit qui s'appelle InfoSight, qui est aujourd'hui déjà disponible sur notre gamme de stockage. Ça collecte les données envoyées par toutes nos baies dans le monde. Donc, sur nos baies Nimble, c'est 12 000 baies connectées. Les baies 3 parts, c'est 55 000 baies. Donc, tout ça, c'est consolidé dans un énorme data lake. Parce que finalement, un environnement informatique, c'est un énorme système IoT. Tout communique. C'est que des puces électroniques. Et donc, vous pouvez tout à fait consolider ces données. Non seulement les caractéristiques de ces environnements, de ces infrastructures elles-mêmes, mais aussi de l'environnement dans lequel ils sont plongés. Les serveurs, les machines virtuelles, VMware, le cas échéant, etc. Et donc, pouvoir analyser ces données, appliquer des techniques d'intelligence artificielle sur ces données, même des techniques de deep learning, c'est-à-dire qui s'améliorent au fil du temps, permet d'améliorer très fortement la disponibilité. On est passé sur nos baies Nimble à 99,999, il y a 4,9 après la virgule, de disponibilité. Et on est capable de prendre des engagements là-dessus, sans même vraiment regarder l'infrastructure du client. Parce que finalement, avec toutes les données qu'on a collectées, on a pratiquement vu tous les cas d'usage. Donc ça permet d'améliorer la disponibilité, ça permet de faire de la maintenance préventive. Éviter que le data center tombe en panne, on sait à l'avance ce qui peut se passer. Et ça permet aussi de faire des recommandations proactives d'évolution de ces infrastructures. Et demain, on passera assez facilement de ces recommandations finalement préventives ou proactives à la mise en œuvre automatique de ces mises à jour, de ces évolutions et de prévenir les domaines pour rendre ces infrastructures quasi autonomes. Alors, troisième caractéristique de ce data center du futur, il doit être composable également, c'est ça ? Et ça, c'est la troisième caractéristique, et ça répond à la question importante qui est l'agilité et la souplesse. Donc, la composabilité, c'est quoi? C'est une capacité à provisionner, à commissionner et décommissionner des infrastructures directement pilotées par les applications à travers un pool de ressources mises à la disposition de ces applications. Donc, la première traduction sur le marché de ça, c'est notre gamme Synergy, et nos clients qui ont utilisé Synergy maintenant commencent à utiliser les API disponibles pour faire piloter ça par les applications. Donc c'est extrêmement performant et une fois de plus, c'est des solutions très polyvalentes, je l'ai dit, machines physiques, machines virtuelles, containers et autres, parfait pour le DevOps. La prochaine étape de cette... Il va y avoir encore une marche sur cette composabilité, on va gagner en modularité. On peut moduler en fait en fonction de ces Aujourd'hui, la usages. modularité, elle est quand même assez limitée. C'est processeur mémoire, tout ça c'est intimement lié, c'est du stockage, voilà, c'est un peu des connectiques réseau, mais ça reste, je dirais, assez grossier. Demain, on va encore gagner en souplesse et on va être capable de mettre en œuvre ces infrastructures en descendant au niveau des composants. Les composants, ça va être les processeurs, tout type de processeurs, la mémoire, tout type de mémoire, et on va désynchroniser les processeurs de la mémoire non volatile, qui est une des grosses évolutions effectivement du marché qu'on voit en ce moment. Et ça va se faire en utilisant un nouveau format, un nouveau standard, une nouvelle architecture sur les serveurs, finalement, qui est en train d'émerger, qui s'appelle l'infrastructure Gen Z.
Donc ça, c'est un consortium où il y a plus de 70 acteurs aujourd'hui du marché de l'informatique qui sont montés dans ce consortium. Donc je pense que ça va vraiment évoluer très vite. Et puis c'est le fait que ce consortium va être tellement fort que ça va devenir un standard. Et alors du coup, c'est quoi cette architecture? Donc, 70... Cette architecture, c'est qu'on change vraiment l'architecture voilà, d'un serveur en ayant un interconnect standard, et non pas comme aujourd'hui X interconnect au sein d'un serveur. Et les différentes ressources dont je parlais, processeur, mémoire, disque, connectique, carte PCI, vont se connecter toutes sur ce nouveau standard, cette nouvelle interconnect, et vont pouvoir du coup être pilotées par logiciel pour être mises à disposition des applications aux besoins. Donc, quel que soit l'usage, quel que soit le fournisseur, quel que soit l'envie, l'usage qu'on a envie d'en faire, on se connecte comme aujourd'hui, on se connecte en USB ou en HDMI. Là, on pourra connecter au sein du data center de la même façon. C'est-à-dire que vous allez assembler votre infrastructure en piochant de manière très très dynamique ces différentes ressources en fonction de votre besoin. Aujourd'hui, c'est assez rigide ça. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de les connecter, ou en tout cas, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez des choix de processeurs limités, vous avez la mémoire qui est attachée au processeur, voilà, mais au fur et à mesure que les performances vont avancer, et comme vous voulez maintenant plus de flexibilité et vraiment s'adapter à l'usage, il faut être beaucoup plus fin que ça. D'autant plus que la loi de Moore, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour moi, elle est morte. Donc, la performance intrinsèque des différents chips, elle ne progresse pas tant que ça. On l'a vu sur les nouvelles générations de serveurs, on atteint une asymptote. Ce qui a fait progresser la puissance et la performance des systèmes récemment, c'est les technologies flash. Et demain, c'est la NVMe. Mais ça ne va pas suffire pour encaisser les besoins qui émergent, quoi. Et donc, il faut revoir les infrastructures, les architectures qui datent depuis déjà 20 à 30 ans. Parce que si cette loi de Moore est morte du coup aujourd'hui, ou en tout cas n'est plus valable aujourd'hui, c'est parce que les infrastructures ne sont plus adéquates et qu'il faut parce que l'architecture de zéro quelque part. Oui, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à faire progresser les éléments composant ces infrastructures comme avant, en multipliant la puissance par 2 tous les 18 mois. Vous avez une limite sur la densité qui fait que maintenant industriellement on n'est plus capable de produire. Même sur les disques flash, il y a un taux de déperdition en termes de production très fort dans les usines qui fournissent ces chips. Et on voit que la puissance continue le besoin en traitement va continuer à augmenter. Et donc il faut changer cette architecture pour pouvoir toujours utiliser les composants actuels, mais en étant beaucoup plus efficace. Et c'est ça le format Gen Z qui émerge. Et qui, comme c'est une fois de plus supporté par plus de 70 acteurs, dont les plus grands de l'informatique, ça va devenir un standard. Et c'est ce format Gen Z qui va permettre de franchir une nouvelle étape en termes de composabilité, puisqu'on comprend qu'on peut être encore plus modulaire sur l'implémentation de tout ça. Ça, c'est pas à 15 ans. Nous, on a déjà des protos. Donc c'est quoi, c'est 2019, 2020, 2025 Je pense qu'il y a une phase de transition, mais je pense qu'il y aura les premières machines Gen Z disponibles dans les 2-3 ans qui viennent. Régis, oui. Alors ce qui est intéressant dans cette architecture-là, c'est qu'elle est modulable. Donc là aujourd'hui, on a commencé nous à vendre les premiers systèmes. Alors pas forcément que sur des grands comptes, parce que ça peut peut-être se faire peur sur l'architecture, mais sur plutôt des ETI. Et on a vendu ces architectures-là. Alors nos clients n'utilisent pas encore toutes les fonctionnalités, mais ils ont acheté pour utiliser les fonctionnalités à 2-3 ans et au fur et à mesure de l'arrivée de composer leur architecture avec les nouveaux modules, mais sans remettre en cause les investissements d'avant. Et ça va aussi répondre à une des problématiques de l'industrie qu'on voit de plus en plus, donc le traitement des gros volumes de données, où là aussi il faut un peu changer l'architecture des machines. Aujourd'hui, elles sont basées autour des processeurs, elles sont processeurs-centriques. Mais du coup, pour gérer des données, c'est compliqué, parce que le cœur finalement de la valeur de ces infrastructures, c'est les données. Et donc demain, on imagine des machines memory-centriques, avec un énorme pool de données non volatiles, qu'on n'aura même plus besoin de sauvegarder parce que ça va devenir impossible, attaquées par X processeurs. Qu'est-ce qui va devenir impossible, de sauvegarder les données ou qu'elles disparaissent? Volume. On pourra même plus les dupliquer tellement il y aura de données. Il faut qu'elles soient disponibles tout le temps et sans pouvoir les sauvegarder parce que les volumes sont trop gros. Et donc, d'où l'intérêt de la mémoire non volatile. Mais en même temps, cette infrastructure génération Gen Z va permettre de créer des machines
maintenant memory-centric et non plus computer-centric, qui est l'avenir du traitement des données. Régis. Pour appuyer un petit peu, on a parlé dans l'atelier d'avant de Sapana. Sapana, hein, l'idée, c'est de monter en mémoire et d'avoir des serveurs à 4 Tera de mémoire pour avoir toutes les données au plus proche du processeur. C'est un peu le combat de l'armure et de l'épée. Un jour, on a développé le processeur pour que ce soit de plus en plus rapide, parce que c'était assez simple, sans remettre en cause l'architecture même du compute. Et là, maintenant, on voit qu'on arrive un peu aux limites, donc on va chercher d'autres technologies pour déplacer ce bottleneck. Et puis après, ça sera autre chose que la mémoire qui va bloquer, quoi. La connectique se fera à base de photonique aussi demain. Pardon, j'ai pas entendu. Photonique, donc pour Photonique. déplacer les données à la vitesse de la lumière et pas juste à la vitesse de la fibre. Et là, du coup, on est quoi? On est en 2020, 2025, Non, la 2030, photonique, 2035. elle sera dans 3-4 ans. On a déjà des systèmes comme les systèmes synergiques pour lesquels les dispositifs nécessaires à la photonique sont prévus. Donc si je comprends bien, en fait, au Kick-Off SCC 2022, on va découvrir un data center qui sera totalement différent de celui qu'on a aujourd'hui dans nos entreprises. Il y aura des solutions radicalement différentes, oui. On espère, hein, c'est un peu l'intérêt de notre métier technologique. Et tous les 3 ans, il y a des nouveaux changements. Il y a 3 ans, on ne connaissait pas l'hyperconvergence. Enfin, on va dire il y a 4 ans, ça s'est industrialisé. Dans 3 ans, on aura des nouveaux systèmes, la montée du SDS et j'espère d'autres, puisque ça permet de rendre attractif notre métier. Hein. Voilà. Bon, le point pour nous, industriels, c'est de faire en sorte que les produits qu'on voit aujourd'hui soient prévus pour pouvoir évoluer dans ce sens-là demain. Le data center, il sera toujours dans l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise, ou les entreprises l'auront complètement externalisé? Je pense que ça, ce n'est pas un point très important. Ce qui est important plutôt, c'est est-ce que c'est eux qui font les choix technologiques et est-ce que c'est eux qui maîtrisent ce qui se passe dans les data centers, qu'ils soient physiquement dans des salles blanches leur appartenant sur des tiers. Je pense que c'est une question subsidiaire. Il y a quand même cette crainte de se dire, alors c'est peut-être pas forcément votre vision, mais de se dire, si mon data center est à côté de moi, j'ai plus la main dessus que si jamais il est à l'autre bout du monde. Alors c'est peut-être pas vrai aujourd'hui avec la technologie, mais il y a cette crainte physique en tout cas vis-à-vis du data center. Après, c'est toujours confié à des professionnels dont c'est le métier, des choses où moi je vais le faire de manière unique. Imaginons, je suis une entreprise, j'ai 300 serveurs, je ne vais pas avoir les mêmes process qu'une entreprise qui va héberger 150 000 serveurs. Donc je pense que la notion même de sécurité, d'intrusion, de gestion d'électricité, etc., sera mieux gérée par un professionnel qui va gérer 3000 entreprises, 200 000 serveurs, qu'une entreprise qui va créer son propre data center. Alors évidemment, si on prend le bain d'huile ou si on fait venir un container, parce qu'on a des clients qui nous achètent des containers, alors pas Docker, mais des containers CMA, CGM, où on va créer un data center en 15 jours. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir confier à des professionnels. Le point est plus, est-ce que vous confiez vos données à un environnement cloud public, donc du coup qui sont sur leurs infras, ou est-ce que vous en gardez la propriété, que vous les mettiez ensuite sur des machines physiquement chez vous ou chez un tiers? Il y a des moyens aujourd'hui pour faire que vous arrivez à sécuriser ces données et que vous les maîtrisiez sans avoir besoin sans avoir le risque que effectivement le tiers, et qui en particulier le cloud public, en fasse un usage qui ne vous conviendrait pas. Alors du coup on a une vision assez précise là du data center du futur, on a une vision assez précise de ce qu'il est actuellement, des grands enjeux et des évolutions face à ce data center. Je ne vois pas de questions s'afficher, je ne sais pas si du coup on a été suffisamment clair. Si je vois une question, l'infrastructure est-elle encore un sujet pour le DSI? Je ne sais pas lequel de vous deux a envie d'y répondre. Il est un sujet si ça ne fonctionne pas. Donc forcément. C'est pour les métiers aussi, du coup. Voilà. Le but, ça va être de fournir une architecture qui va répondre aux besoins des métiers. Je pense que l'IT, pour l'IT, comme on a pu connaître, je ne suis plus un millénium non plus, et donc il y a quelques années où on faisait des tech refresh technologiques en se disant « Ah, il y a une nouvelle version, elle est intéressante, je vais la regarder, c'est moi la DSI, je décide », ça c'est fini. Le pouvoir de décision s'est déplacé dans les métiers, c'est les métiers qui ont les budgets. Aujourd'hui, les DSI ont plutôt des budgets de fonctionnement et pas des budgets d'investissement. Donc le but, ça va être d'aller convaincre tel métier que l'architecture, elle est importante, parce que s'il veut faire tel projet, il faut que l'architecture puisse la supporter. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment le sujet à partir du moment où cette architecture, elle est flexible, elle est automatisée, sécurisée, et qu'elle répond aux demandes des métiers. Je pense que c'est plus aujourd'hui une problématique des métiers de s'assurer qu'ils vont pouvoir croître, faire que leurs services sont disponibles pour leurs clients, qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit bonne, etc.
Merci, messieurs. Je vous avais prévenu que, en tout cas, je vous avais invité à être très attentifs lors de cette table ronde parce que nous allons maintenant accueillir Emmanuel Royer, directeur Channel et Service Provider chez HPE, qui a une petite surprise pour vous. Alors, on va peut-être donner un micro à Emmanuel. Voilà. Bon, bienvenue, Emmanuel. Bonjour. Ravi d'être parmi vous, ravi d'être à ce kick-off SCC où je trouve que les débats sont particulièrement intéressants. On parlait effectivement du data center du futur et on s'est dit que en captant votre attention, on aurait peut-être les 3 caractéristiques du data center du futur, avec une opportunité justement pour ceux qui répondront de gagner un prix que j'ai dans les mains. Donc on reste dans le thème, on reste sur le data center du futur et on va inviter uniquement les clients, parce qu'on ne va pas inviter les collaborateurs SCC ni les collaborateurs de nos partenaires à répondre. Donc ce sera une question uniquement pour les clients qui sont dans la salle. Quelles sont les 3 caractéristiques que Mathieu a évoquées pendant cette session? Est-ce que vous vous souvenez des 3 caractéristiques? Et on va proposer aux clients qui souhaitent lever la main un data center avec sur 4 roues, donc pendant un week-end, c'est-à-dire un week-end avec une Tesla, véritablement un data center du futur, et la capacité de pouvoir... j'invite, je vais laisser 10 secondes dans la salle à ceux qui veulent répondre, lever la main, qu'il n'y en ait pas qu'un seul peut-être, et puis alors, après qu'on puisse on envoie deux déjà. 1, 2. Vous êtes tous des clients finaux, bien sûr. Je vous en prie, montez sur scène. Donc n'hésitez pas, je vous invite à monter sur scène. Il y avait une dame là-bas également. Et il y a une dame là-bas, donc venez. Je propose de venir sur scène et de nous donner la réponse. Et si la réponse est la bonne réponse, mademoiselle, n'hésitez pas. Et donc ce sera un data center sur 4 roues. Est-ce que vous avez retenu les caractéristiques? Juste pour un week-end? Juste pour un week-end. Ah. C'était multi-cloud, autonome et composable. Bravo, Parfait. On peut le féliciter. Bravo. Est-ce que vous aviez la même réponse, chère madame? Je me permettrai de faire ce cadeau 2 fois, puisque vous avez osé, et que la parité homme-femme. Donc je multiplie ce cadeau par 2, et Bravo. vous en bénéficierez. Vous pouvez venir sur scène. Madame. Merci à vous tous. Merci Emmanuel pour ce cadeau. Merci Mathieu de Frestel et merci Régis Daven. Très bien.